Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 24 janvier 2020. Martin Lemay en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va super bien. C'est ma journée préférée. Parce que c'est vendredi. Oui, puis parce qu'on va avoir Éric Bélanger. Oui. Non, c'est mes journées préférées. C'est le vendredi, c'est ce que je te dis. Ben, c'est gentil pour Éric. Chien pour Guy. Chien pour David. Non, mais c'est parce que Chien pour Gaston. Chien pour François. c'est combiné avec le vendredi. Ah, Le vendredi, c'est mot-clé. Je comprends. C'est le mot-clé. Puis on se comprend, le vendredi, des fois, il y a des gens qui ne travaillent pas. Normalement, en guillemets, c'est la plus petite émission. Faut croire que les gens de On Jase n'ont pas eu le mémo. Parce que c'est Éric Bélanger. On a une petite surprise après Éric T'as Bélanger. vu ça, toi, Colin? Et on a Craig Button qui vient nous parler des espoirs du Canadien. Fait que tout un show. Puis là, Éric, puis pas Éric, Luc puis moi, était là. Ah, tu sais, les sujets commencent à s'essouffler. Puis je dis à Luc, je dis, j'ai une idée, moi, mais je m'en reviens pas. 30 secondes avant de rentrer en onde. Ah, ça vient de me revenir. Conversation part avec Luc puis moi, puis ouais, on aurait pu partir de même le show. Ouais, on aurait pu partir avant. Ouais. Tim à la mise en onde, un gros salut. Merci également à Tim aux médias sociaux. Double Tim aujourd'hui. Tim et Tim. Tim et Tim. Et un gros merci. Et puis, by the way, là, Tim et Rock aux médias sociaux font un job écœurante. Un gros merci. Ça fait un gros changement dans le show depuis que vous êtes là. Même chose pour Tim à la mise en onde. Puis un gros merci à vous qui passez votre heure de lunch avec nous. J'aime ça me faire crier « On jase! » à l'épicerie, puis je trouve ça le fun. C'est toi qui le fais ou... Quand je me fais crier « On jase », Ouais, est-ce que c'est toi qui arrive à l'épicerie puis qui dit « On jase » puis là, tout le monde Non. regarde? Non, OK. Ça répète ça. On a demandé aussi aux gens, puis je trouve ça bon de... vu qu'on va avoir Craig Button, faites votre top 5 des meilleurs espoirs du Canadien selon vous. vos attentes. Vos attentes, on va dire ça. Ced Rémy sur Facebook, il dit Suzuki, Caulfield, Kotkaniemi, Romanov et Poehling. Fait que ça part bien. Allez-y de votre top 5, puis c'est quoi vos attentes envers ces joueurs-là, parce que Craig Button, évidemment, on est chanceux de l'avoir aujourd'hui, mais il va tout nous expliquer ça, ce qui se passe avec les espoirs du Canadien, parce qu'on dit toujours que les espoirs du Canadien, l'organisation du Canadien a les meilleurs espoirs, ou en tout cas du moins Parmi. la banque d'espoirs, parmi. Alors allez-y, on va vous lire avec plaisir. Absolument. Éric Bélanger, salut. Salut les boys. Vendredi, est-ce que c'est ta journée préférée? Mais je vous vois. Et en plus, j'ai du hockey. Hey, c'est une méchante belle journée. Méchante belle journée. Fait que là, tu nous fais croire que t'es en chemise, mais t'es en jogging en dessous. Exactement. OK, c'est bon. Il y en a qui se lèvent plus tard que d'autres. Hey les gars, avant de poursuivre, j'ai une petite surprise pour. Tu l'as-tu vu la surprise, toi? Éric et Martin, je vais vous offrir ceci. Je sais pas si. Ah, voilà. Éric, tu vois ça? Oui. T'as entendu? Oui. OK. Mercredi, ça a fait 1 an, ce bloopers. Ça a fait 1 an. Écoute, j'ai vu ça popper sur Facebook. On a repartagé ça sur la page Facebook de On Jase. Donc, Éric, je t'offre ce cadeau, ce gâteau. Tu pourras te délecter ce midi. Ça a fait 1 an, Éric, t'imagines-tu? On avait pas péri quand c'était arrivé, cette histoire-là. Martin, il a essayé de se retenir. Là. Incroyable. Je montrais ça. Je ne savais même pas passer. Ma blonde, elle l'avait même pas vu passer. T'sais. Fait que mercredi, je monte ça à la vidéo. Puis tu vois là, quand les gars rient puis sont couchés à terre. Puis là, Éric continue de parler. Puis là, tu me vois les yeux. Là. Je regarde Luc. Puis c'était Simon qui était avec nous autres. Là, puis je regarde pour leur dire « Hey, mais tabarouette, attendez pas que je traverse pour vous puncher dans la gorge. » Tu sais, Martin était posant, fait que ça fait peur. T'sais. Fait que j'ai fini par casser puis rire. Ça dure 6 minutes, la vidéo de fou rire. Ah, Puis merci à tous ceux qui l'ont réécouté et repartagé parce qu'il y a eu plus de 6000 vues juste cette semaine À cause, du repartage. Fait que c'est exceptionnel. C'est le fou rire de l'année. Ouais. oh, All right, c'était belle fun. Mais écoute, Éric, la pause du match des étoiles arrive. Plein de petits sujets. Et celui que Luc a parlé, tu sais, qu'on a mis en nombre pour que les gens puissent s'amuser avec nous, bien sûr, c'est de parler des jeunes joueurs, de dire qui il voit où. On va y revenir avec ça avec toi. Puis Craig Button va être là aussi tantôt. oui. Merci à tous ceux qui écrivent déjà, là, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait deux gars de sport, Luc et moi, quand on est en studio? On parle pas de déodorant, on parle de... Des fois. Et là, je dis à Luc, Gallagher, il reste 1 an après cette année. Il dit, ouais. Facile d'être Marc Bergevin. Là, tout le monde nous dit c'est facile. Change Thompson, change Tatar, change Petrie, change Chi. Combien tu donnes à Domi? Combien tu donnes à Gallagher? Faut-tu que tu signes Gallagher cette année avant qu'il fasse sa dernière année et qu'il soit autonome? Si tu le signes, combien ça coûte Gallagher? Il y en a d'autres comme ça qu'on peut répertorier. Philippe Danault, même chose.
Philippe Danault va être à la dernière année de son contrat. Donc, est-ce que tu les signes d'avance? Si tes signes d'avance, c'est combien? Écoute, plusieurs questions sur les contrats. Puis les gens vont pouvoir jouer la game avec nous. Je veux juste, Éric, parce que tu me connais, le podcast, là, j'en suis fier de voir à quel point ça parle intelligemment sur la messagerie. Mm-hmm. J'ai déjà expliqué aux gens, là, c'est pas 8 puis 10 puis on tire ça n'importe où. Maintenant, on donne un pourcentage de la masse salariale et ça fonctionne avec l'augmentation de la masse. Fait que oui, Gallagher pourrait se rapprocher de Weber, mais on n'est pas en train de dire que c'est chez Weber. On est en train de dire que par rapport à la masse, il fait un pourcentage X. C'est comme ça que les contrats sont donnés. Éric, on commence tout avec le plus facile. Gallagher, faut-tu que tu le signes avant qu'il commence sa dernière année? Si oui, ça coûte combien? Eh boy! Ça, c'est une très bonne question. Le comparable à Gallagher, tu sais, j'ai pas vraiment ressenti des joueurs de la Ligue nationale, là, mais boy, c'est un joueur qui le CH tatoué sur le cœur. C'est un joueur qui veut jouer à Montréal. C'est un joueur qu'il faut que tu signes à long terme. Là. Son âge, là, vite de même, j'ai un plan de mémoire, il est à 20... Moi, je te dis ça. T'as un petit peu. Gallagher, je l'ai devant moi. Excuse-moi, je n'ai pas 27 ans pour Gallagher et il fait présentement 3,75 par année. Il va faire probablement... boy. Ah non, c'est pas facile, gars. J'ai la calculatrice devant moi pour calculer les pourcentages. Et moi, je pense que ça va être alentour de 6,57. 6,57. OK. Attends une minute. Le cap salarial est à quoi, là, les gars? 81? Il va monter sûrement à 80... 83, 84. OK. Pas 82, la masse salariale? Il semble qu'il est à 82. OK. Gallagher, quand il a signé son 3 750 000 par année, faisait 5,43 % de la masse salariale. On est d'accord pour dire que Gallagher est un meilleur joueur aujourd'hui qu'il était à l'époque. Donc, il doit signer pour un plus gros pourcentage que 5,43. Si je prends 82 millions de masse salariale et je fais fois 7 fait que je donne une augmentation de 1,5, il est seulement à 5,75. 5 750 à 7 de la masse. Donc, le Canadien, dans son bureau, Marc Bergevin, puis encore là, les gens qui le savent, tant mieux. Les gens qui ne le savent pas, je vous l'explique. Il y a son tableau. Price fait le plus gros pourcentage de sa masse salariale. Bon, y a-tu quelqu'un, là, Gallagher, y est-tu dans la course pour être le hard, pour être le meilleur attaquant défensif? Y est-tu dans la course pour un trophée? Y est-tu parmi les meilleurs dans sa catégorie? Non. Un gars souvent blessé. Il peut pas faire le même salaire que Price. Il peut pas faire le même pourcentage. 14 Carey Price. OK. Chez Weber, combien de pourcentage? Peux-tu faire Puis là, dans le bureau de Bergevin, les pourcentages sont là. Voilà l'importance que Gallagher a pour Marc Bergevin. Fait que là, je t'ai donné 7 d'augmentation de 1,5. On va prendre 82, puis je vais le faire x 8. 6,5. Si le Canadien est capable de signer entre 6 et 6,5 Gallagher, c'est du puzzle, là. Pour un petit joueur qui, tu sais... C'est pas combien de temps. Long terme aussi, là. C'est pas combien de temps qu'il peut jouer de même, Gallagher. 6,5, je l'ai dessus, toi? Tu penses que c'est en haut de ça? Ça va dépendre des termes aussi, là. Est-ce que le Canadien va lui donner 7-8 ans avec son historique de blessure? Moi, je serais peut-être en... je suis pas sûr que je ferais ça. Je suis pas sûr que je lui donnerais 7-8 ans. Moi, un 5-6 ans, Gallagher, ça serait peut-être réaliste. Moi, là, 5-6 ans à 5 millions, 6,5-7, je serais confortable avec ça. Cédric, il dit « Je suis certain que Danault Gallagher serait prêt à accepter un peu moins d'argent pour qu'on ait un club gagnant. » Est-ce que vous adhérez à cette théorie? Ça existe-tu, ça, Éric? Oui, Danault va le faire parce que c'est un Québécois. Il est fier de jouer à Montréal. Ils ont donné sa chance. Il est dans un rôle important. Comme joueur, ça, c'est toujours une grosse partie de l'équation. Quel genre de rôle je vais avoir dans mon équipe? Danault, en ce moment, prouve qu'il fait la job. Oui, c'est peut-être pas le centre numéro 1 par excellence de la Ligue nationale, mais en ce moment, il fait la job pour les Canadiens. Dans le meilleur des mondes, dans le futur, il deviendra le deuxième, peut-être le troisième, plus loin dans sa carrière, le 2e, 3e centre du Canadien. Mais un Danault à 6 millions, là, je suis pas mal sûr qu'il va y penser assez profondément, oui. OK. Tim, la mise en onde. 6,5, 6,6, 6,5 pour Danault. Ça ferait du sens. Tim, à la mise en onde, c'est pas juste un metteur en onde, c'est un statisticien, c'est un recherchiste, c'est un producteur du show. Ben, il est tellement impliqué.
il vient de me dire à l'oreille, alors que Marchand avait marqué 37 buts lorsqu'il a signé son long contrat, on est tous d'accord pour dire que Marchand a quand même toute sa carrière eu une coche au-dessus de Gallagher. Ouais, on l'avait comparé les deux au début, là, je me rappelle. Là. Bon, quand il a signé son contrat, avant, tu sais, Claude Julien est encore là. Il faisait pas des saisons de 85 points puis de 100 points. En fait, il y a eu 21, 28, 18, 25, 24 buts. Mais après son 37, après son 37 buts que tu me dis. Après son 37, il y a eu 39, 34, OK, mais après 36. son 37 buts, il a signé avec. Il avait fait 61 points. C'est ça. Il a signé 8,39 de la masse. Tout à l'heure, j'ai dit 8. Fait que si Gallagher signe à 8,39, je pense qu'on est dans le coup. Oui. OK. Tu vois, Jay... Est-ce que le pourcentage doit être plus élevé pour Gallagher ou pour Dano? Gallagher. OK. Toi? Ouais, Gallagher. Hey, j'aime ça. Gallagher J'aime aussi. ça. Mais, tu sais, puis on a reçu plusieurs messages sur Dano cette semaine, comme quoi, tu sais, les gens regardent les statistiques, les gens regardent son apport sur la glace, puis on dit toujours qu'il n'y a pas de centre numéro 1, puis qu'il serait mieux sur un deuxième trio, blablabla. Mais plein d'éloges de Dano qui disaient, tu sais, il n'y a rien à envier. Il n'y a pas tant que ça, il n'est pas si loin que ça d'être un centre numéro 1 selon ce qu'on voit de stats, selon ce qu'on voit de son efficacité, tout ça. C'est pas un centre numéro 1. On va prendre les 10 meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale. Excuse-moi, là. Mais non, je vais en prendre bien plus que 10. Oui, non, absolument. Ben, absolument. là. Mais tu sais, son apport avec le Canadien, Je il était jumelé. Là. Je l'adore. Son apport, il est écœurant, là. Il fait un travail extraordinaire, mais on ne commencera pas à dire que Philippe Dano, c'est un centre numéro 1. Là. Gallagher, c'est un allié droit numéro 1? Non. Toi, tu préfères Gallagher, tu sais, sur le pourcentage, est-ce que tu y vas avec Gallagher ou Dano? Gallagher, comme j'ai expliqué tantôt, pour tout ce qu'il amène, les intangibles, etc. Mais Dano n'est pas à Memphis, Tennessee. Là. Il est proche. Là, il est peut-être à Longueuil. Là, il n'est pas... on se comprend. Là. Je vois rapidement. Simon, il dit Gallagher devrait avoir environ 5,5 par année. Dano, 5. Puis Domi, proche de 6,5, 7. Ça, c'était un autre dossier. 5,5 pour Dano. Pour Gallagher, c'est pas assez. Tout à l'heure, 5,5, c'est quoi? J'étais à 7? T'étais à... Pour 7 de la masse? C'est parce que lui, dans l'équation, là, l'agent de Gallagher, là, ça fait 5 ans, pas 5 ans, mais 3 ans qu'il se prépare à cette journée-là où il va dire, regarde, on a pris un discount là, à 3,5, là, it's time to pay back. Oui, mais les comparables vont être là. Tu ne peux pas ramasser plus que Marchand. Là. Non, il ne ramassera pas plus que Marchand, mais il va être plus qu'à 5 millions, 5,5, ça c'est sûr. Oui, moi, j'étais à 6,5. Puis encore là, 6,5, 7, j'étais dans ce coin-là. Là. Je veux pas que les gens partent en peur en disant « Ouais, Gallagher, vous faites juste 40-50 points par année, 30 buts. » C'est un pourcentage de la masse. La masse monte, les salaires montent. Eux autres, c'est comme ça qu'ils se comparent avec des pourcentages. Mais tu as raison, Martin, parce qu'il y a eu des saisons de 31 puis 33 buts. Mais son nombre de points n'est pas si élevé que ça, même à ses premières saisons. Il y avait eu 41, 47, puis là, il y a eu 54, 52 à ses meilleures saisons. Oui, mais il marque des buts, là. Il marque plus de buts. Puis, tu sais, il y a un intangible avec lui. Là. Il y a du leadership. Dano et Gallagher, tu es d'accord, les signes cet été, tu ne laisses pas commencer l'année sur leur dernière année de contrat? Non, moi, j'ai signé cet été. C'est toujours plus facile pour une équipe. Et c'est toujours plus difficile pour un joueur de ne pas signer quand tu as beaucoup d'argent et de termes sur la table. Là. On va s'entendre que si Marc Bergevin attise les gars cet été avec des contrats de 5, 6, 7 ans, ça va être dur de dire non parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver l'année d'après. Tu veux prioriser tes années, tu veux prioriser ton montant d'argent. Puis si tu as une blessure ou quelque chose arrive, c'est sûr que si Marc Bergevin... son plan devant lui, là, il va essayer de les signer cet été, puis c'est dur pour un joueur de dire non à ce moment-là. OK, je te pose une autre question. Peux-tu signer Gallagher? Peux-tu signer Domi? Peux-tu signer Dano? Puis regarder Tatar puis dire non, toi, je vais te laisser aller dans la dernière année de ton contrat? Tu peux, mais Tatar, est-ce que tu vas avoir un joueur de sa trempe-là d'un jeune qu'on a nommé en début d'émission? Non, ça va prendre beaucoup de temps, puis on a beaucoup de points d'interrogation. Tatar a prouvé qu'il est capable de le faire. Moi, Tatar, je pense que c'est un gars, je re-signe. Tu le re-signes à combien? Tatar, c'est compliqué, Éric. Je rappelle aux gens. Oui. C'est compliqué, Tatar. Il avait signé son contrat à Détroit, qui était pour 7 de la masse salariale. 7,07 de la masse salariale.
Ce contrat-là est de 5,3. Par contre, le Canadien ne paye pas 5,3 pour Tatar. Tatar reçoit 5,3. Mais le Canadien paye 500 000 de moins, il paye 4,8. Tatar a un contrat de 3 ans. Il est à quel âge? 29. 29. 29, 30, 31, 32, un 3-4 ans, là, Tatar. C'est un gars qui veut jouer à Montréal. Ça, là, faut que les gens soient conscients de ça. C'est facile de dire Marc Bergevin, il fait pas ci, il fait pas ça. Mais j'ai passé par là. Puis tu le fais, l'équation, lorsque tu deviens agent libre. Montréal, ça coûte cher, les impôts. Il faut que les gens soient conscients de ça. Ça fait partie de l'équation. Puis Tatar est dans un rôle important à Montréal. À Détroit, ça a été correct. À Vegas, il y a eu des matchs d'incessade. Là, à Montréal, il est sur le premier trio puis il produit. C'est important pour un joueur, ça. Sa femme, elle aime ça à Montréal. Lui, il aime ça. Ça vaut des sous, ça. Puis je pense que Tatar est conscient de la situation, lui aussi. Un Tatar à 5 millions, il fera pas mal, là. Non, puis ça dépend du nombre de temps. Moi, je pense que si tu es capable de convaincre Thomas Tatar de rajouter un 3, donc il resterait 4 ans. Exact. Mais là, il fait 7,07 de la masse à l'époque. Donc, si tu le mets à 0,0707, il va être à 4. Lui, il peut arriver, puis au lieu de demander 5,25, comme qu'il le fait présentement, c'est ça que j'ai dit tantôt, il peut arriver et dire, là, c'est 6, ça coûte le même pourcentage. Lui, il ne veut pas de diminution de salaire, c'est 6. Alors, la question te pose. Tatar, il se dit-tu, je suis bien mieux de prendre 6 tout de suite à Montréal 3 ans, parce que si je m'en vais autonome, pas sûr que je l'ai. Ah oui, puis c'est pas sûr que ça va. Exactement. Il est déjà dans une situation gagnante que lui, il aime ça, jouer à Montréal. Fait que, comme joueur, c'est important, ça. Oui, tu peux peut-être te dire, je vais aller chercher 6,2 ou 6,5 sur le marché des agents libres, mais tu ne sais jamais si tu vas avoir ça. Si à Montréal, il l'a sur la table encore une fois cet été, ça va être dur de dire non. Surtout lorsque tu passes la trentaine. les gens à la messagerie, là, écrivez-nous. Tatar. Parce que moi, j'ai beaucoup de Domi, là. Parce que Domi. Moi, c'est Domi. Je vais y aller à Domi. Je vais y aller à Domi parce qu'il n'est pas autonome dans 2 ans. Lui, il est autonome là, mais avec restriction. Fait que la question va être un peu différente. Mais je veux savoir, moi, si je suis directeur gérant, Éric, peut-être que je me trompe. Si j'ai une année où personne, il reste 1 an à son contrat, c'était-tu cool? Mais si j'ai 4 joueurs qui sont autonomes dans 1 an, je pense, comme gestionnaire d'entreprise, je peux pas dire aux 3, vous autres, je vous signe, puis toi, je te signe pas. Le message n'est pas très bon. Ben, c'est parce que ça dépend. Ça prend toujours 2 partenaires pour danser, là. Je suis d'accord, mais il faut que tu y fasses une offre. Oui, Domi, moi, j'ai offre. Non, je te parle de Tatar. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, tu signes Dano, tu signes Gallagher 1 an d'avance. Oui, bien, je pense pas que tu peux regarder. Je pense pas que tu peux regarder Tatar et dire non, toi, on te signe pas. Non, ça dépend des termes et du montant d'argent qu'il veut aller chercher. Si on n'est pas capable de s'entendre, on va commencer l'année comme ça à Montréal. On va voir quel genre de saison qu'il y a, puis peut-être qu'on peut revenir à la charge. Sinon, ben, on pourra l'échanger pour un choix de repêchage l'année prochaine au trade deadline. Mais oui, c'est sûr que Marc Bergevin, s'il a l'intention de garder Tatar et Dano, ben, en tout cas, ces gars-là, il va les garder. Mais s'il a l'intention de garder Tatar, il lui reste 1 an, il va lui faire un offre cet été. Yoel Armia reste 1 an après cette année. Il fait présentement 2 points. Il venait juste de le signer. Là. Il fait 2,6. Il fait 3,19 de la masse. Ben, c'est un autre qu'il faut que tu mettes dans l'équation. Là. À un moment donné, tu as beaucoup d'heures à passer devant un tableau et à écrire des chiffres. Là. C'est épouvantable. Là. Les gens pensent que le Canadien n'a pas beaucoup de joueurs autonomes et que Bergevin n'a pas de job. Puis on le sait, là, tout le monde, Bergevin ne fait pas de job. Bergevin devrait mettre un tel dans Bergevin. Regarde bien, va t'en faire des dossiers. Moi, t'en as-tu des dossiers? Fait que, lui, là, 3,19 Non, mais je suis calculette en tabarnouche ce matin. Et Armia, avec la saison qu'il connaît, oui, c'est un joueur qui est beaucoup blessé aussi. Tu lui donnes peut-être 3 ans, 2-3 ans. Mais lui aussi va commander plus d'argent. Là. Fait que 2,6, vous comprenez, il a eu le contrat cette année. Fait qu'il fait 2,6 si on refait son pourcentage. Ça ne vaut pas 7 millions, là? Non, il va être à 3,5. 3,54. OK. Armia 6, Tatar 3,54. OK. Le contraire. Non, pas Armia à 6. Armia à 3,54, puis Tatar, vous dites à 6. Juste vous rappeler que Jonathan Drouin fait 7,53 de la masse salariale du Canadien à 5,5, puis lui est signé à long terme. Là. Il reste encore pas mal de termes. OK, ouais. Il y a Jordan Will, lui, le message va être clair. Tu vas jouer dans l'année de ton contrat, mon ami.
Oui. Tu vois, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire. J'ai dit que tu n'en laisses pas un dans le néant. Ouais, mais là. Ouais, mais là, ça dépend. Je veux dire, les gars ne sont pas tous dans le même bateau. Là. Ouais. Moi, sais-tu quoi? Par transparence, je dirais à Jordan Will. Jordan! On aime ce que tu fais. In and out de line-up, joueur de soutien. On t'avait offert un 2 ans, 1.4. Je suis prêt à te rajouter une autre année. Parce que si tu le mets au balotage, si tu veux l'échanger, c'est pas son salaire à 1.4 qui te fait mal, puis ça demeure un asset. Oui, je suis d'accord, mais là, à un moment donné, il y a des jeunes qu'il va falloir donner du temps de glace. Vous voyez mettre au balotage les Jordan Will avec son 1.4? Oui, mais tu sais, je veux dire, regarde, on est supposé avoir les meilleurs espoirs au monde là, qui s'en viennent. On va les faire jouer à un moment donné. Là. OK. À défense. Ben, c'est Petrie. Petrie? Petrie, la fait oui, moi, je n'oubliez pas, le Domi, je reviens. Là. Domi est restricted free agent. Je peux faire les UFA. Petrie, moi, je leur signe. Ouais. Mais ça coûte, Jeff Petrie. C'est canadien. C'est Bergevin qui avait signé Petrie. Oui. Il avait donné 8 de la masse salariale à l'époque. Donc, si Petrie est logique, il va dire « je veux le 8 ». Oui. Et le 8 je l'ai dit tantôt, c'est 6,5 millions au lieu de 5,5. Il pourrait demander 6,5-7. Oui. T'embarques-tu là-dedans? Oui. 32, Petrie, hein? Oui, tu donnes un contrat de 3 ans. 3-4 ans. OK. Il vient d'avoir ses 32. OK. Et, c'est un gars qui prend soin de lui, quand même épargné par les blessures. Tu sais, un défenseur droitier là, de la trempe de Petrie qui joue de grosses minutes, là, trouvez-moi en un, là. Dans la Ligue américaine ou dans le repêchage qui va monter à Montréal, qui va faire la job, ou à l'entour de la Ligue nationale. Éric, je me souviens quand le Canadien est allé le chercher à Edmonton, je ne sais pas si tu étais là à Edmonton dans ce temps-là. Oui. Quand le Canadien est allé le chercher à Edmonton, là, Edmonton l'avait mis dans la vitrine. Je sais que les Red Wings ont essayé de l'avoir parce qu'ils cherchaient un droitier. Et je me souviens que McTavish avait dit, parce qu'un journaliste il avait dit « Ouais, on t'a pas eu assez pour Petrie. » Puis McTavish avait dit « J'aurais dû faire un trade avec toi. C'est le maximum qu'on m'a offert pour Jeff Petrie à l'époque. » C'était pas un trophée Norris, puis ça l'est pas aujourd'hui, mais ça l'est encore moins avec vous autres à Edmonton. Oh, écoute, c'est un défenseur qui a stabilisé le côté droit à Montréal. Tu sais, trouve-en un, là. Il va faire ce que Jeff Petrie fait en ce moment là, sur le marché des joueurs autonomes. OK. Puis le fait qu'il soit ami avec ton meilleur joueur, ça change-tu quelque chose? Avec Carey? Oui, Carey et Jeff sont comme ça, les conjoints sont comme ça. Oui, je veux dire... Le gérant regarde ça? Les bons vont le faire, là. Bonne question. Je peux pas savoir si... Ben, Guy en parle souvent quand il est avec nous en ondes, comme quoi, tu sais, des fois, tu t'échanges un gars qui devient, tu sais, joueur autonome, puis ça brise ta chimie. Ouais, ça brise la chimie de l'équipe, tout ça. Ça arrive, là. OK. Mais c'est un autre joueur, Petrie, avant d'aller à Domi. Mais c'est un autre joueur, Petrie, qui aime ça jouer à Montréal. Sa femme, pour l'avoir connu, adore Montréal, est impliquée dans la communauté. C'est vrai. Ça vaut des sous, ça. La qualité de vie, c'est important pour les joueurs. La stabilité, c'est important. C'est important pour le joueur, mais c'est important pour Marc Bergevin d'avoir un joueur qui aime ça être ici. Tu le sais, dans le fond. Faut pas qu'il soit pourri, par exemple. Faut qu'il soit bon. Là. Oui, mais si il continue, je veux dire, ça fait 2-3 ans qu'il est quand même bon. Là. Puis ça ne te garantit pas que si tu le laisses aller, tu vas retrouver un joueur qui va faire le même travail que Petrie sur le marché des joueurs autonomes. On s'est planté à Casner, on pensait qu'elle allait être une de nos réponses à gauche. Il est à Laval. Fait que, tu sais, t'es là dans ta cour des fois, là. C'est pas plus vert chez le voisin. Là. Mm-hmm. Okay. Jérémy dit on signe tout le monde, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde aussi. Là. Non, mais c'est ça que tu veux. Tu veux qu'un jeune rentre dans le line-up, puis que tu te reviens d'abord et tu dises Tatar est disponible, il reste 2 ans, 6 millions, puis quelqu'un fasse va te donner. Parce qu'il y a un contrat signé. Un joueur va te donner un choix. C'est ça, faut que tu fasses. Faut jamais que tes assets partent pour rien. C'est plus facile, puis tu peux avoir probablement plus en retour lorsque tu as un bon joueur. Exemple, Tatar, on lui donne une extension de 2-3 ans. Connaît un bon début de saison l'année prochaine, puis finalement, il y a 2-3 joueurs qui poussent. Là, Tatar devient peut-être un asset qu'on peut échanger, mais c'est le fun pour une équipe. Tu sais déjà le salaire que tu vas avoir sur ta masse salariale pour les 3 prochaines années. C'est là que tu es capable de maximiser le retour pour ces joueurs-là. Si tu attends à la date limite des transactions, puis il n'y a pas vraiment d'équipes qui sont intéressées, bien, tu vas devoir prendre ce qu'il y a sur le marché.
Fait que c'est plus facile de magasiner quand tu as un contrat déjà stabilisé. Exact. Puis, à moins que ton joueur devienne inefficace, Okposo, mettons, là, il devient un boulet. Mais si Tatar continue à planter 25 buts, même s'il fait 5-6 millions, il va avoir une valeur. Ça sera peut-être pas 2 premiers choix, hein? Mais peut-être que quelqu'un va te donner un 2 puis un suspect. Exact. T'es mieux d'avoir le 2 puis le suspect, rentrer ton jeune, que de rien avoir puis de laisser partir Tatar pour absolument rien. Après. Le beau dossier de Max Domi. Moi, je pense que je suis celui qui l'aime le plus entre nous trois. Oui. Fait que toi, tu fais quoi avec? Tu l'aimes-tu, là? Oh, oui. Okay. Mais tu sais, en même temps, on ne pourra pas garder tout le monde avec l'émergence des recrues, tout ça. Là. Il faut faire des choix. L'émergence des recrues, là, qu'il y en a, à part Suzuki, là, c'est quoi l'émergence des recrues? Non, t'as raison. T'as raison. Colin, arrêtez, là. Avec les vétérans aussi. Je regardais Laval jouer là, hier, avant-hier. Là. Pas de Bobby Orr dans cette équipe-là, là, puis il n'y a pas de Connor McDavid. Là. Non. Non, c'est une erreur, il serait à Montréal. Il faut être réaliste, tu sais, à un moment donné. Là. Caulfield, c'est bien beau, là, mais il est au collège, il joue 40 games par année. Là. OK. On va en parler avec Craig Button, d'ailleurs, tantôt. Ouais. Parle-moi de Domi. Domi, écoute... T'es Bergevin, là. Tu t'appelles Éric Bergevin. Go. Ben, moi, je suis Éric Bergevin, je donne 2 ans. OK. T'as été dans la chaise de... T'as déjà été Max Bélanger, là. Tu le prendrais pas, le 2 ans? Ben, j'aurais pas le choix. T'es agent libre avec restriction, tu vas faire quoi? Faire grave? Faire grave? Ben, chez vous. OK. Combien ça vaut? C'est Marc Bergevin qui a donné son contrat qu'il a présentement. Il est à... 3,150. Je vais te donner le pourcentage, je pense que ça donne sa masse à Bergevin à l'époque. 4,2. Fait que ça, c'est vraiment le terme d'un contrat transitoire. Moi, je vois la même situation que Piquet Souban. Beaucoup de points d'interrogation. On lui a donné un contrat transitoire, a performé, on lui a donné un contrat de 7 ans. C'est la même situation. Domi, tu lui donnes un contrat de 2 ans, 5 millions. Prouve-nous que tu es le joueur de l'année passée et non celui de cette année. Puis l'année prochaine, la même situation qu'on parle en ce moment, il va te rester 1 an à ton contrat transitoire. Là, si tu fais le job, on t'en donnera un de 5, 6, 7 ans. Je pense que j'aurais pas dit différent que toi. Dans le fond, tu lui dis, garde, première année, grosse année. Cette année, c'est décevant, je pense que tu seras d'accord. Oui. Je vais te donner 2 ans avec une augmentation qui est peut-être pas celle que tu espères. Prouve-moi à l'an 3 que tu es le Max Domi de l'an 1. Et comme je viens de faire avec Dano, Gallagher, on réajustera pour le suivant. Exact. J'aime ça. J'ai pas envie de me soutenir. Ben, Danick l'amène à son autonomie. Ça revient à dire ce que... Tu l'amènes à l'autonomie, tu le signes 1 an d'avant. Ça l'amène à son autonomie. Puis là, c'est lui, mettons, que s'il reste 1 an, lui, il fait, ben regarde, sais-tu quoi? Je m'en vais. Puis ça sera nous autres de l'échanger pendant qu'il reste. Il va y rester un an de contrat. OK. Rapidement, recrues. Tu te demandais de faire un top 5, mettons que tu étais positif envers les recrues que le Canadien a. On met-tu les jeunes joueurs qui sont déjà à Montréal? Ben, moi, les joueurs qui sont à Montréal, j'ai la misère à les mettre là-dedans. OK. Go, d'abord, je te suis. Il y en a qui ont fait l'exercice sans et avec. Go. On va en lire un petit peu plus tard. Vas-y, mon Eric, je te suis. Ben, Caulfield. Caulfield serait un? Lui ou le défenseur, j'en ai Romanov. Romanov. Ouais, Romanov, Caulfield. On met du Primo là. Il y en a qui l'ont mis. Il n'est pas dans la même catégorie que Payling et Kotkaniemi. Il joue ouais, pas, mais je veux dire, les gars sont dans la Ligue nationale. Oui, c'est ça. C'est quoi le joueur de ça? Evans, je l'ai bien aimé. Evans, des jeunes là, qui sont prometteurs ou qui ont été repêchés. Evans, VMO. Ouais. Il y a Ellis, que tout le monde a parlé. Je ne suis pas certain. Il y a Brook qui va être bon. Moi, je pense que Brook peut devenir un bon défenseur. Ils font jouer à l'aile à ce temps-là. Ouais, mais il a joué à la défense cette semaine. Il a joué à la défense le dernier match. Ouais, écoute, là, je te nomme des noms, là. Écoute, et après ça, on s'en retourne au choix de cette année, là, où tout le monde est Strobel et Norlinder. D'ailleurs, il y avait un excellent reportage sur le rds.ca de Norlinder, qui serait un beau pari de 3e ronde pour le Canadien, qui pourrait être high risk, high reward. Écoute, c'est drôle, les gens veulent
veulent des jeunes, mais on vient d'en nommer 5-6. C'est pas des Quint Hughes, puis c'est pas des des Makar à Colorado. C'est pas des Olafson à Buffalo. Il faut en garder des joueurs. Là. C'est bien beau vouloir avoir des jeunes, mais... Attention, Olafson, je pense que c'est un choix de 4 qui a pris du temps à arriver. Tu sais jamais. Oui, mais tu sais, il faut s'en garder des vétérans pour être capable d'encadrer ces jeunes-là, leur donner du temps de se développer. Si on les met dans la gueule du loup comme Edmonton l'ont fait en partant, on voit ce que ça a donné au cours des dernières années. Puis c'était des top picks, là. C'était pas des choix de 2, 3, 4, là. C'était des premiers choix overall. Ah ouais. Hey, tu sais-tu qu'on aurait du fun autour d'un souper à jaser, à savoir qui qu'on garde, qui qu'on trade, combien? On pourrait le faire, l'exercice, ça serait le fun. Ben, vous aviez un gâteau au début, là? C'est ça. Gâtez-vous. Gâtez-vous. Oh, wow. Moi, je suis prêt à aller à Québec en fin de semaine à avoir du fun, gros. On pourrait. Appelle-moi. T'embarques là-dedans. All right. Ça vient-tu, toi? Oui, ça peut-être pas en fin de semaine, mais... Non, en fin de semaine, non, mais que notre saison soit finie. Ben oui. Partant. Tu guidou. Hey, ça passe vite en bonne compagnie. Hey, le pire, là, c'est que j'avais fait tous mes choix des trophées. Luc, tu m'as envoyé ça? Ben oui. Tu as tout fait ça pour rien? Ben, tu as le line-up à Martin, là, et c'est ça. Ben, c'est ça. Ah, okay. non. Ben, pour ceux qui ont manqué l'extrait, Éric Bélanger parle de trophée, un petit peu à Hockey 360. L'extrait est disponible sur rds.ca, Martin. Oui. C'est ça. Je t'ai fait travailler pour rien. OK, le Hart, McDavid, t'es donné ou McKinnon? McDavid. OK, Vizina? Le Vizina, j'ai Camper. Mais il joue pas depuis un mois et demi. Pas grave, c'est lui pareil. OK. Norris? Le Norris, c'est Carlson. OK. Le recrue Makar? Makar. Le coach? Tortorella. Oh! C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Ça vient de moi, ça. Ouais, c'est toi en plus. OK. Je te demande le. Comeback of the Year, Anthony Duclair. Ah, c'est bon. OK. Selke, tu savais-tu? Le Selke, j'ai dit Couturier. OK. Oh, on va ailleurs. J'aime ça. Tu GM de l'année, mettons? GM de l'année, j'ai Joe Sakic. Wow. Y en a-tu un que je t'ai pas demandé? Le trophée plate. Bon, le Lady Bing, c'est un trophée qu'on ne devrait pas avoir. Là, tellement plate, ce trophée-là. Ouais. All right. Non, tu me les as toutes demandées. Là, le Jack Adams. Non, tu vois, tu n'as pas fait ta recherche pour rien. J'avais des belles notes, gars. J'avais mon marqueur, tout. Ben oui, Caroline, puis tu as fait ça à l'ordi, même pas à mitaine. Hein? Une machine. Un gros merci, un bon week-end, puis on se fait ça la semaine prochaine. Merci les boys, c'est toujours le fun de vous voir. Bon week-end. Salut Eric. Salut Eric. Passez vite, hein? Absolument. Caroline, ça fly. On est toujours sur Facebook. On va aller parler à Charline Labonté. Oui, on reçoit Charline Labonté qui sera avec moi en fin de semaine pour un tournoi bien spécial. Je vais y en parler bien sûr, mais également, les filles vont participer au match des étoiles du côté de la Ligue nationale de hockey d'une certaine façon. On va lui demander son opinion là-dessus également. Et Craig Button s'en vient, donc bougez pas. Ben, bougez. Venez-vous-en sur rds.ca. Absolument. OK. Continuez avec vos commentaires au sujet de vos meilleurs recrues chez les Canadiens. Ouais, on va en lire. Et également, là, si vous avez embarqué dans le fun qu'on avait sur les contrats, tu sais, facile d'être Marc Bergevin. Essayez-les, ouais, vous allez voir ça. C'est pas si facile que ça. Moi, je suis très content de lui parler, premièrement. C'est une gardienne de but. Je te dirais, dans les dames qui ont gardé les buts, j'ai même plus observé Charline Labonté que l'époque de Kim Saint-Pierre, etc. Déjà croisée, charmante personne et en plus, elle est gardienne de but. Moi, tu le sais, les goalers, j'aime ça. Charline, comment ça va? Salut, ça va bien, les gars? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour nous. Très plaisir. Ma première question, c'est une gardienne de but à retraite, ça fait quoi? Ça fait pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. Écoute, la retraite, je la préparais. Ça faisait longtemps que je la préparais. Surtout notre réalité du hockey féminin. Tu sais que ça va venir, puis tu dois être capable de te retrouver dans une situation où tu peux te retourner assez rapidement parce que la coupure est très, très, très directe. Donc, t'as terminé, OK, là, t'es plus supporté financièrement, donc t'as ton plan B, j'espère qu'il est en place pour toi. Mm-hmm. Donc, moi, j'avais fait mes études à McGill, j'avais fait mon bac, ma maîtrise, donc pour moi, mon plan B était en place. J'avoue que
dit, OK, bon, je suis prête. Je préparais à la retraite. Je sais pas ce que je devais faire, mais t'es jamais prête vraiment jusqu'à temps que tu arrives face à face. Puis d'un jour au lendemain, tu dis, OK, on fait quoi, là? Ouais. C'est de repartir comme de faire partie du vrai monde, mais de faire ça, de trouver tes repères à 35 ans au lieu de 15-16 ans quand tu commences à avoir ta première job, puis tu fais des job-in. Tu t'es dirigé dans quel domaine, là, Charline? Tu t'es dirigé dans quel domaine, tes études? J'ai fait mon bac en éducation physique, puis j'ai fait ma maîtrise en psychologie du sport. Donc, je suis restée très près de... En fait, j'étais encore active, donc je me suis comme utilisée un petit peu comme sujet de recherche. C'était vraiment assez spécial comme concept. Puis, t'es-tu mêlé, comme on dit que les gardiens de but sont mêlés? Je pense que je rentre dans cette moyenne-là. Fais attention, j'ai été gardien, moi, avec. Fait que... ouais, mais je me considère pas nécessairement comme bizarre. J'ai l'impression que j'ai des coéquipiers qui pourraient confirmer, mais j'avais mes petits tocs comme tout le monde. Mais l'aspect mental, c'est tellement important. Puis moi, c'était un des aspects dans mon match que je devais vraiment améliorer, même quand j'étais déjà sur l'équipe nationale. Donc, de pouvoir vraiment l'étudier en profondeur, puis d'appliquer ce que j'apprenais dans les cours, d'appliquer ça sur la glace pour les pratiques, les matchs. C'est comme si j'ai piqué un petit peu trop tard dans ma carrière, mais c'était vraiment vers la fin avec l'aide de justement la psychologie mentale qui m'a aidé à vraiment prendre le contrôle de tout ce qui tournait autour de les pensées, les émotions, tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant. Techniquement, je te trouvais fort techniquement. Moi, je me trompe, là, puis très square à rondelle. Donc, quand tu dis que c'était l'aspect mental qu'il fallait que je travaille, je pense pas me tromper en disant ça, là. Non, ben ouais, c'est ça. Techniquement, ça allait bien. Puis c'était quelque chose que j'adorais. J'adorais pratiquer ça. Puis j'étais tout le temps comme une des premières sur la glace, une des dernières. J'aimais ça. Je voulais toujours m'améliorer. Puis je pense que j'ai mis beaucoup l'accès là-dessus sur le côté technique. Puis je pense que j'avais négligé en début de carrière avec l'équipe nationale le côté mental où j'avais pas réalisé l'importance que ça pouvait avoir puis la différence que ça pouvait faire. Donc, un coup que j'avais incorporé tout ça dans mes routines, c'est ça, ça allait mieux pour moi. Te vois-tu psychologue sportif d'une équipe de hockey professionnelle? En fait, j'ai pas. Pour arriver à là, il faudrait le doctorat et compagnie. Quelque chose qui m'intéresse moins. Les études, j'en ai fait en masse. Puis, j'aurais de la misère à retourner à l'école à 37 ans. Mais en fait, je travaille avec les jeunes, donc je suis consultante en psychologie du sport. J'ai une petite clientèle avec des jeunes athlètes de différents sports avec lesquels je travaille depuis quelques années. Puis, je dirais qu'ils ont entre 12 et 18 ans. Donc, c'est vraiment le temps où je crois que la psychologie du sport devrait être incorporée dans les routines de ces jeunes athlètes-là. Puis, c'est quelque chose qui fonctionne assez rapidement quand tu commences. Donc, de les voir se réaliser, de les voir s'améliorer rapidement, juste à cause qu'ils viennent à être capables de contrôler leurs émotions, puis contrôler leur environnement. C'est vraiment c'est flatteur pour moi de faire partie de ça. C'est clair. Puis match des étoiles en fin de semaine, il y aura un 3 contre 3 féminin. Il y aura certaines disciplines au concours d'habileté où les dames vont être nous demander à participer également. C'est-tu quelque chose que tu aurais aimé faire? Comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves que c'est un pas en avant? Ah, c'est certain. Je pense que n'importe qui aurait voulu avoir la chance de faire partie de ça. Je suis super heureuse pour les 10 américaines, les 10 canadiennes. C'est 20 des meilleures joueuses au monde. Puis, je pense que c'est un beau... c'est un beau groupe de filles qui va bien représenter le hockey féminin, puis où on en est présentement. Des filles qui sont extrêmement talentueuses, qui travaillent très fort là, maintenant qu'il n'y a plus de ligue, travaillent très fort pour assurer l'avancement du hockey féminin, assurer la visibilité le plus possible. Puis du côté de la Ligue nationale, je pense que c'est un super beau geste de vouloir justement utiliser leur plateforme pour laisser un petit peu de place aux filles, puis leur donner un petit peu l'espace de spotlight pour qu'elles puissent justement prouver à tout le monde ce qu'elles sont capables de faire. J'ai parlé à une couple de filles, je sais qu'ils sont super excités d'être là, puis
je pense que leur côté compétitif va ressortir aussi. Là, je pense qu'elles réalisent aussi que c'est une opportunité qu'elles ont pour faire avancer puis pour démontrer tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc, j'ai bien hâte de regarder ça ce soir. Oui, ça va être le fun. Puis il y a une discipline, je ne sais pas si les gens le savent, un peu comme dans l'annonce de Malkin et Crosby, on va avoir une plateforme derrière le but qui va monter à 30 pieds dans les airs. Et les joueurs vont devoir lancer sur différentes cibles et les filles vont participer à cette épreuve-là. Selon toi, ils ont-tu des chances ou parce que les joueurs de la Ligue nationale de hockey ont tellement plus de répétitions que ça va être difficile? Ben c'est dur de. Je veux dire, quand la force physique rentre en ligne de compte, c'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec ces gars-là. Mais je veux dire, tu sais, côté précision, on se rappelle l'an dernier au match des étoiles, Brianna Decker, elle faisait la démonstration, puis finalement, je pense qu'elle a eu le meilleur temps. Donc, tu sais, les filles sont vraiment, vraiment très bonnes. Rebecca Johnston, elle a fait le parcours d'agilité, je pense qu'elle avait très bien fait. Puis on se rappelle de Kendall Coyne qui avait fait la compétition de vitesse. Puis je pense que les gars avaient été impressionnés. Puis tu sais, j'étais contente pour ces filles-là. C'est des filles qui travaillent fort depuis longtemps. Puis je pense qu'ils ont pris leur rôle de leader au sérieux en apportant des performances vraiment, vraiment incroyables. Puis tout le monde en reparle encore un an plus tard. Les jeunes filles dans les arénas, ils disaient moi aussi je vais être aussi vite que Kendall Coyne. Fait que c'est vrai. C'est vraiment le fun de voir ça. Bravo. C'est honnêtement, tu viens de me donner cheval de poule. C'est ça le message que la Ligue nationale de hockey doit porter. Les jeunes filles qui vont regarder ça en fin de semaine vont faire « Je veux être comme elle ». J'adore ça, c'est un excellent point. Écoute, Charline, on va peut-être se croiser en fin de semaine depuis le début du tournoi Best Buy à Laval. Je suis le président d'honneur de ce tournoi-là à l'époque avec Jacques Demers. Tu vas être là en fin de semaine. Moi, je le dis à tout le monde, c'est le plus beau tournoi au Québec. J'ai fait un petit hot stove pour Hockey Québec la semaine dernière pour me demander il est où le plaisir pour les jeunes au hockey? J'ai dit, si vous voulez le voir, allez au Centre de la nature à Laval. Les joueurs jouent et patinent 10 fois plus dans une seule journée qu'ils font dans une saison ou dans un mois complet de hockey parce qu'après qu'ils aient joué, ils sont sur le lac en train de patiner. Puis ils vont même avoir la chance, puis j'espère que tu gagnes encore dans les ligues de garage. On m'a dit qu'elle allait prendre des shots sur toi en plus. Oui, exactement. Mais c'est ça, j'ai été approchée faire partie de cet événement-là. Puis évidemment, je pense que tout le monde qui est impliqué dans le hockey connaît la Coupe Best Buy. Pour moi, c'est des valeurs qui se rapprochent beaucoup des miennes dans le sens de... C'est très familial, c'est très... c'est pas inclusif. Et c'est surtout que ça retourne à la base du hockey qui est juste un jeu. On joue pour le plaisir. Donc, moi, personnellement, je trouve que la compétition, elle prend beaucoup, beaucoup de place, surtout au hockey mineur. Donc là, c'est une chance de juste retourner à la base. On va jouer dehors avec nos amis. C'est gratuit pour les équipes, donc tout le monde peut s'inscrire. Il y a, je pense qu'ils sont rendus, c'est la 13e année, donc il y a 96 équipes, dont 23 de petites filles. Donc ça, pour moi, c'est super encourageant. Puis c'est ça, j'ai hâte de les voir jouer, de voir la passion, puis c'est ça. Tout le monde est là, tout le monde joue pour le fun. Puis moi, ben évidemment, je vais être honnête que j'ai pas rejoué très souvent depuis la retraite. Donc, je vais me fier à ma préparation mentale, disons, pour demain. Oui, bien, tu vas affronter des Atomes, des Pee-Wee, puis encore une fois, je le répète, c'est le plus beau tournoi. C'est pas une affaire de compétition de 2A où que les pairs sont forts entre les autres. Il y a tellement un bel esprit là-bas. C'est à bout de souffle, la rondelle est dans le but, on en remet une autre, puis c'est vraiment ça, selon moi, les bases du hockey. Je te trouve superbe de participer, surtout que sur 96 équipes, 24 de filles. Oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est le fun de voir que justement, qu'on parle d'un tournoi qui est inclusif, que les jeunes filles ont leur place aussi, puis qui représentent presque le quart des équipes. Puis c'est ça, j'ai hâte de croiser les jeunes, de les voir jouer, puis de pouvoir discuter avec eux. Je vais être là avec ma médaille d'or de Sochi. Wow. Prendre des photos, parler avec les jeunes, vont pouvoir la prendre aussi. J'adore pouvoir donner ma médaille aux jeunes qui la prennent dans leurs mains, puis que ça peut créer des objectifs, des rêves futurs pour eux. Donc, j'ai très hâte d'être là. Puis mettre ton équipement dans un parc, hein? Ça nous manque-tu?
J'espère qu'il ne sera pas trop froid. Non, il y en a 11-12 en fait. Charline, gros merci de ta participation à l'émission On Jase. Puis un gros merci également de ta participation pour la Coupe Best Buy. Puis bonne chance dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu. Bye. C'était Charline Labonté. Super intéressant d'aller faire un tour à Laval. C'est toute la fin de semaine. Oui, exactement. Toute la fin de semaine. Les bas, tu sais, majoritairement, les gens, je le dis souvent, hein, bonjour aux dames parce qu'il y en a qui nous écoutent, mais les garçons ont écrit. C'est le fun. C'est le fun d'entrevues différentes. Absolument. Donc, on adore ça. On va enchaîner rapidement. Craig Button s'en vient. Je veux lire des commentaires par rapport au top 5 des meilleurs recrues. Tristan dit Romanoff, Caulfield, Primo, Norlinder et Strobel. Évidemment, il n'a pas mis les Suzuki, Payling, tout ça parce qu'ils sont déjà dans la Ligue nationale. Puis il va d'un petit descriptif. Allez lire son commentaire. C'est vraiment intéressant. Celui de Tristan Cossette. Claude, Romanoff, Primo, Brook, Norlander, Caulfield, Evans. D'autres commentaires d'Annick, Primo, Romanoff, Caulfield, Evans, Brook. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent, mais dans un désordre. Je trouve ça super intéressant. D'autres, Guillaume, Caulfield, Romanoff, Norlinder, Primo, Brooks. Frank, Romanoff, Caulfield, Primo, Norlinder, Strobel. Tu vois le nom Strobel? Romanoff, Caulfield, Primo. Okay. Norlinder, vous pouvez voir un reportage sur RDS.ca. Sébastien Boucher est allé le rencontrer. Ouais. On va aller voir dans... Salut le reportage, Sébastien, en plus. Absolument. On va voir avec un dernier, là, Eric, Romanoff, Caulfield, Primo, Harris. Jordan Harris, tu en parlais tantôt. Ouais. Et Mathias Norlinder. Harris, souvent oublié, mais un gros potentiel. On verra ce que ça va donner. On va aller demander dans quelques secondes ce que Craig Button en pense. Absolument. Un gros merci de participer. Puis, t'en parlais. On va aller le rejoindre tout de suite. Je suis tout le temps content quand on commence le show puis que je sais que Craig Button va être là. Ça me rajoute une petite frénésie. Craig Button, how are you? Hello, Martin. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Et vous? Très bien aussi. I know. Someday we'll have a longer chat in French. I know our listener very appreciate what you just did. Yeah, we will. You can count on it. All right. Craig, I just said I was very happy to have you on air. Every time I know you're going to be there, I know it's going to be a fun show. Let's start with the Montreal Canadiens prospect. Look like it's going to be tough for them to be in the playoff. Do they have a good prospect coming up for a couple next year? Yes, yes, Ben. They have such a good group of players, and I think for Montreal Canadiens fans, you watch Nick Suzuki play this year, and there's every reason to be excited. Jesperi Kotkaniemi, he's only 19, but he has so much promise. Even the little games that Caden Primo played. So you watch Cale Fleury. This is going to be part of the future. And now you start to look at Alexander Romanov. And I think Alexander could play right now. I think he's that good. Okay. And he's going to be able to play and be I think a really good player with respect to his abilities to step in and be that left shot defenseman. But these aren't the only players that they have that are going to be good. I know Cole Caulfield didn't have a great World Junior, but he's still an excellent goal scorer, and he's going to be a really good player. He just needs more time, that's all. But when you start to look at where the prospects are, really important areas of the team, center ice. Okay, so Carey Price we know is good, but like a really good, solid goaltender like Caden Primo, defenseman on the left side, and you start to look at these different types of players, and that's not. You have to include Ryan Poehling, you have to include Nick Suzuki. I think the future is really strong and bright for the Montreal Canadiens with their prospects. You touched so many names. Suzuki, like you said, of course, everybody is very pleased with his play. Last year we spoke with André Tourigny, and he said, you know what, I had Ryan O'Reilly in Colorado. I'm telling you, Nick Suzuki is the same type of player, doing everything, little thing the coach like. You're going to like him on both sides of the puck. I think we start to see what he meant when he was comparing Suzuki to a guy who just won a cup and a Conn Smythe. Well, so that's Andre, who is such a good coach and part of Canada's World Junior Gold Medal team. But also think about Claude Julien. Claude Julien had, arguably the best two-way center in the game, and Patrice Bergeron that maybe has ever played the game.
at the two-way position. And, Bob Gainey, who everybody knows was brilliant, the Selke Trophy was created for him. But when Claude Julien uses Nick Suzuki in all the different situations, I think that's a big statement because Claude, he understands what you have to do, and he knows who can do it. And I think that the endorsement from Claude is really significant. A lot of people here in Montreal are nervous about Kotkaniemi. You've been in the NHL as a scout, as a GM. Should we be nervous with the development of Kotkaniemi, or can you say something good to the fans to make them patient for Kotkaniemi? Yeah, he's 19. He will turn 20 in July. He's young. And the second year for players is a lot of times really difficult and much harder than your first year because the other teams now know what to expect. And I think that, he's still growing as a person. And, but when I watch Jesperi play, I still see really good skater, really good thinker. And he can make plays with the puck. If there's one area where you start to, I wouldn't say concern is the right word, but you want to see him be able to do more things with the puck offensively because he did all those things. But when you come into the NHL, sometimes it's harder to do them. And so that's where, as a coaching staff, you think about Claude and Kirk Muller, and I say Kirk because he's a forward, to try to keep working with him to encourage him to do those things with the puck. But I haven't seen anything in my mind that says he's being overwhelmed or he's going to not be able to realize his potential. He had a great 18-year-old season, and I think now 19 is a little bit harder, but I don't see any reason to be concerned. I think he'll be just fine. People want to be sure he's going to be more of a Barkov than a Bustad. You know what I mean? Yes, good comparison, and I think that that two-way type player, Jesperi has always been that. And sometimes players make expectations too high because of how they play, and I don't think that's the case with Jesperi. And while hopes were high this year, I think at the same time, those hopes, I think, can be realized because I think he is such a good player. And, the things that you don't lose your thinking, you don't lose your skating, you don't lose your ability to compete. He hasn't lost any of those things. He's got to find a way to be more productive, but I really strongly believe that will come. Okay, now it's me. You have to calm down now. Never been a fan of the pick of Cole Caulfield because I was saying if he's not scoring in the NHL, what can he do? Win one-on-one, be a good both side of the puck? I have my concern about it. And we saw the junior, because he didn't score, his time on the ice was a little bit limited. And I know it's a 19-year-old tournament and he's 18. Cole Caulfield, should I be worried about it? No. And I'll tell you why, Martin. Okay. Look at what he's doing in the NCAA. It's not easy to score in the NCAA, and he's one of the best goal scorers in the NCAA. It was hard for him at the World Junior. Expectations were high for him, and he's been so good. But he is a goal scorer, and he will, because his ability to score and to get open. He needs, obviously, good goal scorers need to play with the right type of centerman, and it took them 2 games to put him with Alex Turcotte. In the games that he played with Alex Turcotte after the first 2 games, Cole was dangerous. He had his chances. And to me, you don't lose those things. And yes, you're 18, and yes, you say he's 5'7", and he's not the tallest of players. But you're going to ask him to score, and you need to put him in positions to score. And I think when he's given those opportunities and he's put in those positions, he doesn't just score. He scores better than just about anybody. And I think one of the biggest things for Cole Caulfield, and I think this helped him, is that he's not ready to go to the NHL. He needs at least another year to be able to grow physically and to dominate more in college and to go back and dominate at the World Junior Championships. Barrett Hayton, he was the 5th pick in the draft. Last year in Vancouver, he was okay at the World Junior. And Rasmus Sandin, who was the best defenseman this year at the draft. He was decent last year as an 18-year-old. They come back, and they're dominant players. I have no doubt that Cole Caulfield can come back and be a dominant player next year at the World Junior Hockey Championships. I personally believe
it'll be a huge mistake if he leaves school to turn pro, because he is not even close to being ready to play pro hockey. Who's going to be the best defenseman? Romanov has been the best defenseman in the tournament last year, or Sandin? They're different, Martin. But I can only tell you this. I love Romanov. I love Romanov because of his enthusiasm. I'll tell you who he reminds me of. He reminds me of Hall of Famer and Montreal, one of the great big three. He reminds me of Guy Lapointe. And a lot of people won't remember Guy Lapointe. But Guy Lapointe played with this great enthusiasm, and he was competitive, and he wanted to be in the game, and he found ways to be in the game. And Romanov, to me, plays a similar type of game. Will he be as good offensively? I don't know, but that enthusiasm, that he's always in the game, and that enthusiasm it spreads throughout the team, and he brings that. He's an excellent skater. He's smart. He's good with the puck. He can shoot the puck, and he's really, really competitive, and that's why I think Sandin is a different type of player, and I think he'll be really good. But Romanov, to me, is going to be able to play every single area of the game and really be able to play it well. And watching him, like I said, I think he could play right tomorrow, right today in the NHL. And because he played as an 18-year-old in the KHL, and I think that when you're 18 playing in the KHL, that tells you how good he is, and I think he's really good. That's a great second-round pick. And I like the comparison because I saw Guy Lapointe, and I think offensive instinct, and when he hit you, he surprised you, and he can be physical at times. That's what I remember from Guy Lapointe. Yep. That's good stuff. Does Canadian have other good prospect? Because we always speak about Romanov, Caulfield, Primo. Do we have somebody like, I don't know, because, Brooke was playing wing this week in Laval, so I'm going like, does Josh Brooke is not a top prospect anymore? Do we have somebody else, Hillis maybe, I don't know, do we have somebody else who's a good, not saying a top prospect, but a really good prospect? Yeah, and that's a good question. So, I really think like Romanov, the Montreal Canadiens in the second round last year, in taking Jaden Struble was a really good. He's going to need another couple of years, I think. I talked to his coach earlier this week, Jim Madigan, and he said, Jaden came from prep school, and now he's in college and he's learning and he's getting better each game. The way Jaden skates, his athletic ability, I think he's a very, very good prospect. You talk about Hillis. Hillis is a quiet offensive player. You might not see him go back up and down the ice, back and forth, but he has really good hockey sense, and he really makes good plays, and he handles the puck. So I would say that he's is he very good? Maybe, but I think he's got a real good chance to play in the National Hockey League. If you ask me about one player that I think, and again, it's another pick that I think is going to help their team, and he's closer to playing than not, and that's Mattias Norlinder. I think Mattias Norlinder has a chance to be a really solid NHL player. Like one of those players that can, kill penalties, play on the point on the power play a regular shift, and, maybe not be a frontline player, but be one of those players you look at and go, boy, is he really good. And so, again, another middle, like a second-round pick that comes into your team. And likewise, Jordan Harris, who's a skater, and probably another year he'll benefit. But when you get these defensemen that can make plays with the puck and they can think and they can move around in all the different areas of the game, it's really hard to get good defensemen. And I think that when Montreal ran into problems earlier this year when they had some of the injuries, it was because they didn't have enough depth on the blue line. You start to look at where the blue line's going, and I think that those are really good players. Now, I mean, we've talked about Ylonen. You talk like he's a great skater, but he's going to be a third line player in my view. So that's not what you would consider a real top end prospect. Jakob Olofsson, he's a checking two-way centerman, but everybody needs those types of players. Maybe he becomes part of the team. Maybe he becomes part of a trade.
But, you know, when you have when you have prospects that you know can play in the NHL, that's a positive thing. But the guys that I named, I think, are the guys that I think could be really good prospects. But Montreal doesn't lack them, but no other team has way more than them either. That's a good idea. That brings me to the next question. Which team in the NHL have the best prospect coming in? I think it's the New York Rangers. But look at what the Rangers have done. They traded players for first-round draft picks, and they've had lots of picks, and they have lots of players at different positions and different spots. Do they have superstars? No. But do they have players that can be really good? Yes, they do. But they have so many. And I think that when you start to look at the depth of the New York Rangers, you know, they're a team that really has it covered. You know, you got Shesterkin who can take over for Lundqvist. You have Georgiev who's playing, who they'll probably be able to trade if they want to trade. But different, they have K'Andre Miller and Nils Lundqvist, and that goes with young defensemen like Adam Fox. And then you look at Heidel, and, you know, he's playing really well. And, you know, Kravtsov is starting to find his way. They have some really good young players. But I will say this to you, Martha, I think the Montreal Canadiens are top 5 in the NHL in terms of their prospect pool. Top 5. And they're just going to add this year with the next draft, even if they don't trade, because they have so many picks this year. Well, they do, and I just so when you start to go, you get Romanoff in the second round, you get Norlinder in the second round, you get Cam Hillis in the third round, you draft Caden Primo in the seventh round. I think they've done a really good job of acquiring some really good players at different points in the draft after the first round. So I think that, you know, the Montreal Canadiens with more picks have a chance to do very, very well. And those picks make a difference when you get Brendan Point in the third round. That's make all the difference in the world. It is the difference because everybody has a first-round pick and everybody expects their first-round pick to make it. It's what you do with the picks after that, and that's where you can really, really get these gems that develop into really good NHL players. Okay, about this draft this year, is it Alexis Lafrenière and all the others, or there's somebody who can challenge Lafrenière? I say no. It's Alexis Lafrenière and everybody else. You know, he's too good. You know, I talk about centers. I talk about versus wingers. He's the best player. He can do everything in the game. I think about, you know, Jonathan Huberdeau, who is such an excellent player, 30-goal scorer, 90, 100 points. I think about Mikko Rantanen. And I go back to Hall of Famer Michel Goulet. And I think that if Alexis Lafrenière shot the puck a little bit more, I think that he could become would be more of a goal scorer. But he's the best player. And to me, Martin, nobody's going to challenge him. No, because there's nobody that's better than Alexis. Good news. Good news for Lafrenière and whoever got him in the lottery. People say the top 10 after Lafrenière, it's very deep. It's very good. Every team who's going to take one of this pick going to be happy with the player. Is it true? Is it one of the biggest drafts since '93? Yeah, and it's a good draft. It really is a good draft, and I think that when you start to, it's quality. There's a lot of quality in that top 10. So we talk about Lafrenière, but then you have Byfield and like a really good, and you got Marco Rossi and Cole Perfetti and Lucas Raymond and Alexander Holtz, who are really, really good offensive players. Like that you say, these are first-line players. And then you go to Jamie Drysdale, who's a really good defenseman, and Askarov, who's a really good goaltender. So you start to put those players like in a group together there, and you start to go, well, geez, there's a top pair defenseman, first-line player, number one goalie. That makes a draft really, really good. And to your point, it makes teams very happy when they're picking. Yeah, and I guess Ottawa are happy and surprised to see they're going to have 2 picks in those first 10. Yes, the Erik Karlsson trade is looking very, very good for the Ottawa Senators and not so good for the San Jose Sharks, because I think the San Jose Sharks are in trouble, Martin. I think they're an older team, and it's fine to be an older team, but when you're an older team and you don't have picks and you don't have a lot of prospects, I mean, San Jose, their farm team, they're not a very good team in the American Hockey League. It could be a number of really, really down years for the San Jose Sharks.
And when you're not a good team and you don't have your first pick and it's going to be high, that's a real problem. As a GM, with the lottery, as we know today, people telling me, Canadiens are not going to make the playoff. They should try to go as low as possible. And I always go like, no, it's a lottery. Between one place, there's only 1% more you have in the lottery. As a GM or an executive, are you thinking about how low can you go to get the best odds, or it's a lottery, so you don't look at it? What I would say, Martin, is when Connor McDavid is available, and even though you only have an 18.5% chance of winning the lottery, it's worth giving yourself the best odds for Connor McDavid. But for other drafts, when we talk about the depth of a draft, no. And I'll give you an example. So let's go back to 2017. So the Colorado Avalanche had had the worst season of any team since the lockout in 04-05. The worst season. And so now here they are, and that's the Hischier Patrick draft. So now they don't win the lottery, and they move down to 4. They end up with Cale Makar. They end up with the Cale Makar. So, you know what? Now, I understand that when you have McDavid in the draft and you fall down to 4, that's a big difference, right? Yeah, it is. Yeah. But, when you start to look at the depth of a draft, Heiskanen went 3, Makar went 4, Elias Pettersson went 5. Right? So, Quinn Hughes went 7. And Philip Zadina, he's starting to play. He's going to be a 25, 30 goal scorer in the NHL. He's starting to score and getting comfortable and everything. So there's good players after the first pick, and there's no difference this year. So what I would say is, you know what? Look at what you got to do. Can you acquire a pick? But unless it's Connor McDavid and you want to give yourself a better chance, just don't worry about the lottery, because your point is excellent. It's a lottery. Exactly, and ask Tim Murray. Maybe he would still have his job because he was supposed to get Connor. Connor McDavid, yeah. Wow. Hey, Craig, I like it very much. Once again, you give us some hope for the prospect of the Montreal Canadiens, a good perspective for what's coming in the draft. Thank you very much, and let's talk later during the year. Okay, thank you, Martin. Thank you. Ben voilà, c'était Craig Button qui nous a parlé des choix du Canadien, des jeunes joueurs qui appartiennent aux Canadiens. Écoutez, on va vous résumer ça rapidement, là. Cole Caulfield, il n'y a aucun problème avec ça. Pour lui, c'est un marqueur de but né et il le fera à tous les niveaux, incluant la Ligue nationale de hockey. Dans le cas de Romanov, c'est vraiment le joueur qui l'excite plus. Là, il n'a pas dit que c'était meilleur que Sandin, mais on peut comprendre entre les lignes que ça l'est selon lui. Guy Lapointe, comparable, donc c'est les plus vieux qui vont se souvenir. Guy Lapointe, c'était le 3e du Big Three. C'était lui qui jouait tout seul avec le 4e, tu sais, le moins bon des autres. Là, on se souvient plus. Et il les faisait bien paraître, patineur exceptionnel, créatif en attaque, et solide, quand il vous pinçait, aïe aïe. C'est un peu ça qu'on va avoir avec Romanov. Il a été élogieux avec tous les joueurs qui sont chez le Canadien présentement. Nick Suzuki, il a été excessivement élogieux avec lui. Il a été élogieux avec Kotkaniemi. Il a dit, Martin, on se calme, là. Il y a 19 ans, Kotkaniemi, parce que j'ai dit à un moment donné, les gens veulent plus qu'il soit un Barkov qu'un Bjugstad. Puis il a dit de ne pas s'inquiéter qu'il est encore tout jeune. Il a parlé des jeunes qui ne sont pas encore dans le radar, si vous voulez, qui ne sont pas avec l'équipe. Les Norlinder. Il a parlé que ça, je pense, c'est... Trouble, Harris aussi. Oui, Norlinder pourrait traduire dans High Risk, High Reward. Ouais. On pense qu'il pourrait donner quelque chose d'intéressant, peut-être un 3e défenseur dans son cas. Quand on parle au reportage là, que notre ami Sébastien a fait sur le RDS.ca. Bravo. Sky is the limit dans le cas de Norlinder. Scobles. Ouais, Troubles. Yeah. Je pense qu'on parle d'une bête. T'sais. Puis que présentement, là, ça commence. Là, c'est un projet, puis la chaîne elle semble avoir embarqué présentement. Button a dit qu'elle a parlé avec son entraîneur. Bref. Fait que ça, c'est pour le Canadien. Le Canadien est parmi, facilement, il y a du top 5 pour les meilleurs recrues de la Ligue nationale de hockey. Il donne le premier rang aux Rangers de New York. Oui. Il a parlé de Primo, il a parlé... j'en manque-tu, là? Ben, honnêtement... Je t'ai pris dans l'entrevue, fait que j'ai pas... Non. Je pense que ça résume pas mal l'essentiel des commentaires. Tu sais, on en a reçu beaucoup pendant des commentaires, pendant l'intervention. Il y avait vraiment des bonnes questions. Il y a des bonnes questions. En même temps, là, pour ceux qui se disent... Tu sais, il y en a qui ont beaucoup d'attentes, là. Ouais. Tu sais, il y en a qui disent, c'est le fun d'avoir une belle banque d'espoir, mais il n'y a pas de vedette là-dedans.
Mais Romanov, si c'est un gars de la pointe, vous l'annonce, c'est une vedette. C'est parce que c'est quoi une vedette? Il parlait de Cal McCarr. Un game changer. Ah, mais il parlait de Cal McCarr tantôt. Là. Oui, mais ça, c'est par rapport à la loterie. Ils sont prêts à traduire ça aussi. Mais je veux dire, est-ce que. Puis il était... Qui avait gagné la loterie cette année-là? Les Devils? Il avait pris qui? Nico Hischier. Tu sais, on cherche des raisons pourquoi les Devils ont finalement congédié leur GM. Là. Ils ont Nico Hischier. Mais il est jeune, là. Ça peut peut-être marcher. Mais là, ils regardent ça. Nolan ils font Patrick. Miro Iskanen, Cal McCarr. Puis après ça, Ellis Peterson. Non, mais. Écoute, les 2 premiers, là, sont moins bons que les 3 suivants. Mais c'est pour ça, c'est parce que. Puis, les gens qui parlent des Canadiens devraient aller en bas pour repêcher mieux. Ça se peut qu'en descendant, pour monter plus haut, tu manques celui finalement qui est le Elias Peterson. Ben oui, mais c'est le Quinn News. Exact. Exact, mais c'est parce que c'est pour ça. C'est ce qu'il expliquait. Je suis un peu découragé aujourd'hui, là, pour vrai, parce qu'il y a plein de commentaires qui disent on a reçu un message tantôt sur le Facebook, puis il dit visiblement, les intervenants de la RDS ont reçu le mémo annuel du Canadien d'être plus positif. Alors, quoi de mieux que faire venir Craig Button? On sait qu'il est déjà vendu à la Banque d'espoir du Canadien. Moi, j'ai reçu ce commentaire-là, puis je trouve ça, honnêtement, je ne sais pas à quoi on s'attend. On peut faire une émission avec Craig Button sur les Coyotes de l'Arizona, puis d'épier leurs prospects aussi, là. Tu comprends? Oui, je sais que tu es démoralisé. Ben, que tout ce que tu as à faire, c'est drop the mic. Ouais, tu as envie de sacrer ton Non, mais c'est parce que les gens ont beaucoup d'attentes. Puis Craig Button n'a pas mis le Canadien top 1, il a mis le top 5, puis il a mis les Rangers avant. Mais avec toute leur banque d'espoir qu'ils ont, puis on n'a pas parlé de tous les espoirs des Rangers. Le Canadien ne parle pas. Moi non plus, je peux vous l'assurer. Si le Canadien nous parlait, on aurait plus de joueurs. Hein. Je peux vous l'assurer. Mais je pense que les gens ont beaucoup d'attentes par rapport aux espoirs, mais quand on recule pas trop loin, puis qu'on voit que Cal McCarr a été repêché 4e, puis qu'il n'a pas été premier, puis il est éligible à être recrue de l'année, bien, Cal McCarr, est-ce que tu l'as dit, là? Est-ce que Cal McCarr puis Peterson auraient été 1-2 avant Hischier puis Patrick? Non, puis tout le monde était d'accord pour dire que c'était entre Hischier et Patrick. Ben c'est ça. Des fois, à choisir, tu prends pire. C'est cela. Certains gars ont fait ça également. Je sais pas. Mais non, mais je veux dire, à un moment donné. Puis là, il a parlé de Lafrenière aussi, qui était le joueur. Oui, il n'y a a pas de doute. C'est Alexis Lafrenière et les autres. Il est loin. Il n'a pas fait peut-être. Il est très loin de comparer ce repêchage-là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent top 10, là, c'est comparable avec ce qui s'est passé en 93. Il est très loin de dire que c'est comparable. Par contre, ce sera des bons joueurs top 10, assurément. On a parlé des Sénateurs d'Ottawa qui ont fait un bon coup. Puis là, il a dit les Sharks sont dans le trouble. Solide. C'est à peu près ça, les commentaires de... C'est pas mal ça. All right. C'est pas mal ça. OK. Ben, partagez, tu sais, c'est un bel épisode à réécouter, hein? Craig Button, c'est assez intemporel comme contenu. Mais le contenu de cette semaine est assez intemporel aussi. Si vous avez raté David Perron cette semaine, par exemple, si vous avez raté Guy Boucher, les épisodes sont toujours disponibles en balado surtout et en vidéo sur rds.ca. Alors, vous pouvez réécouter ça avec plaisir. Puis on lit vos commentaires, même la fin de semaine. Je fais ça, moi, des fois. OK. On se voit lundi, Martin. Match du Canadien lundi. Ça va faire sans bizarre. Ovechkin? Non, je sais pas, hein. Je sais pas cette affaire-là. Comment ça, tu sais pas? Je te dis, moi. Ah oui? Ah oui, super, il est suspendu. Super à domicile qui est suspendu? J'aimerais ça faire une recherche. Prochain match. Non, je suis pas sûr. Pour vrai. Je pense que c'est le prochain match à domicile des Capitals. Fait qu'on on veut pas laisser... pour vrai, je dis ça, là. Je veux pas t'ostiner, là. Faut-tu que j'aille le voir avant la fin de l'émission? Tim, il peut-tu nous dire ça, lui? Tim, gros merci à Mise en Onde. Ouais. Tim aux médias sociaux, gros merci également. Merci surtout à vous d'avoir été là. Je gagne du temps pour que Luc nous dise sa théorie du... Ouais. Attends un peu, là. Aïe. C'est sûr qu'il manque... D'après moi, quand tu manques le match des étoiles, tu es suspendu pour le match suivant. Toi, tu dis que c'est pour le premier match. Non, je sais pas. Non, mais ça ferait du sens. Pourquoi punir l'assistance du Canadien, la présence d'Ovechkin, alors que la plus grosse punition sera à domicile? Ça se peut. Écoute, on aura la réponse lundi. Je ne suis pas capable de la trouver. OK. Ben, c'est ça. C'est le prochain match à domicile. 2 février contre les Panthers. Fait que d'après moi, il va être là lundi contre les Canadiens. On a appris. Ovechkin. Mais non, mais à confirmer, on le saura lundi. Non, soyez là pour on jase. T'es fort. Soyez là, on jase lundi midi, on aura la réponse pour vous. Mais ça se peut qu'Ovechkin soit dans l'alignement parce que s'il est suspendu pour le 2 février contre les Panthers, c'est leur prochain match à domicile. Fait qu'on va avoir Alex Ovechkin d'impact lundi. Absolument. Bon week-end tout le monde. Ouais. On se rejase lundi. Soyez prudents.